Donc notre dernier temps, on revient sur des considérations purement de business, sur l'accès des startups au marché public et privé. Là encore, il s'agit d'un mouvement qui s'appelle Je choisis la French Tech, qui est poussé par la mission French Tech au niveau national et qui a pour but à assez moyen terme de plus que doubler la commande publique qui est passée aux startups. Alors, commande publique et privée. Il y a notamment, alors je vais passer très vite, on vous diffusera les slides, c'est quelque chose qui est assez récent, donc il y a un certain nombre de grands groupes, de collectivités qui ont signé cet engagement, soit pour y prendre une part relativement active, soit en étant juste associés à ce mouvement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, notamment, dans les entités signataires, il devrait y avoir un référent « Je choisis la French Tech ». Alors cela dit, pour avoir cherché ces références « Je choisis les French Tech » chez certains de nos partenaires, ils ne sont pas encore même forcément très bien identifiés en interne. Donc c'est un mouvement qui débute et l'événement d'aujourd'hui s'inscrit vraiment aussi dans cette dynamique qui est de lancer un petit peu les choses pour que petit à petit, il y ait des réflexes en matière d'achat innovant, de sensibilisation des différentes parties sur ces sujets. Et on va voir avec Nathalie, puisque c'est vous qui allez commencer, que notamment ces histoires d'achat innovant, etc., c'est pas forcément encore ultra répandu partout. Donc Nathalie, je vous passe la parole. Et puis, hop, passer le truc. Voilà. Bonjour à tous, donc je me présente, Nathalie Vouillon, je suis responsable innovation et PME au sein du département politique publique de l'UGAP et je suis accompagnée... Pierre Nguyen, directeur du réseau territorial adjoint sur l'Île-de-France. Ça va comme ça ? Merci. Donc effectivement, comme Jean-Christophe vient de le dire en préambule, la commande publique, c'est un véritable enjeu pour les PME, pour les startups, et encore plus quand elles travaillent dans l'innovation. Ce que je vous propose, c'est qu'on explique un petit peu ce qu'on fait à l'UGAP. On essaiera aussi d'agrandir un peu le panel sur la commande publique de manière très générale pour expliquer comment nous, on fait en fait, pour que les startups et les PME soient facilitées pour accéder au marché public qu'on détient. Donc très rapidement, et je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, chaque année, l'Observatoire économique de la commande publique, donc qui est dirigé par la DAGE, la Direction des affaires juridiques de Bercy, publie les chiffres de l'année. Et en 2022, c'est vrai que la commande publique, ça a représenté 160 milliards d'euros, donc d'opportunités business. Donc on peut comprendre effectivement que ce soit un véritable levier pour les entreprises, en tout cas pour qu'elles se développent. Il y avait à peu près 230 000 marchés qui ont été passés. Ce sont des chiffres qui sont très largement minimisés dans le sens où sur les remontées qu'on a eues, c'est uniquement les marchés qui ont été passés avec de la publicité ou de la mise en concurrence. Donc on va dire que tout ce qui est procédure en deçà de 40 000 euros, c'est très peu comptabilisé. Donc quand on parle de 160 milliards d'euros, c'est vraiment beaucoup minimisé ce chiffre. Dans les achats qui sont plus passés, ça va être les services, ensuite vont venir les travaux et les fournitures. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, finalement, les PME, elles ont leur place. Puisque quand on regarde le pourcentage en nombre de PME qui détiennent ces marchés, on est à plus de 60%, donc c'est quand même pas négligeable. Donc on va vous expliquer un petit peu ce qu'on fait à l'UGAP. Et donc pour ça, voilà, je suis désolée pour ceux qui connaissent déjà l'UGAP, mais on va peut-être vous réexpliquer un peu comment on fonctionne. Donc l'UGAP, nous, on est une UGAP, c'est-à-dire Union des groupements d'achat public. On est une centrale d'achat public généraliste. Donc c'est dans ce sens-là qu'on est un modèle quasi unique en Europe et dans le sens aussi où on exécute nos marchés. Donc notre travail à nous, c'est pour tous les budgets de plus de 40 000 euros qui sont passés au travers de la commande publique, c'est de monter des appels d'offres. Donc quand je dis monter, c'est qu'on va les monter administrativement, juridiquement. Et puis on va sélectionner nos fournisseurs en respectant le code de la commande publique, comme tout le monde. Et ensuite, on va acheter les solutions aux fournisseurs auxquels on a attribué les marchés pour pouvoir les revendre aux clients publics, qui eux-mêmes n'ont plus besoin de passer d'appel d'offres. Donc pour eux, c'est une facilité en termes de procédure, ça va plus vite et ça leur coûte moins cher aussi dans le sens où ils n'ont pas de procédure d'appel d'offres à monter.
Comment on fonctionne notre business model? On fait une marge entre l'achat et la revente. Pour rappel, on a un EPIC, donc un établissement public industriel et commercial, pardon. Et donc notre objectif, il est uniquement d'être à l'autofinancement. Et tous les bénéfices qu'on peut faire, ils sont reversés à nos 2 ministères de tutelle, que sont le ministère du Budget et le ministère de l'Éducation nationale. On a actuellement plus de 3000 marchés actifs qui nous permettent en fait d'assurer une relation commerciale avec plus de 20 000 clients. Alors, je le disais tout à l'heure, on est une centrale d'achat généraliste, c'est-à-dire qu'on est sur 5 univers achats, donc voilà, par ordre par volumétrie. Le premier étant l'informatique, les véhicules, les services, le mobilier et puis non, la santé, pardon, le mobilier, pardon. Je vais y arriver. Le mobilier et ensuite en dernier équipement général. Et on va travailler avec tout le secteur public. Donc ça va dire les collectivités territoriales, l'État et ses opérateurs, le secteur de la santé, donc on va dire GHT, EHPAD, et puis ensuite toutes les caisses et entreprises qui sont subventionnées par l'État et qui ont une mission de service public. Je continue, tu me dis Pierre si tu veux intervenir. Non, je te laisse continuer. Ok. Donc actuellement, on a 700 fournisseurs, à peu près. Sur ces 700 fournisseurs, on a plus de 50% de ces fournisseurs que sont des PME. Et lorsqu'on ajoute les ETI, on monte presque à 80%. Si on inclut la sous-traitance, parce que c'est aussi important d'inclure la sous-traitance, on n'a pas non plus que des fournisseurs, on a une vraie mission, je veux dire, de développement économique sur les territoires, dans le sens où on donne des opportunités commerciales aux entreprises avec lesquelles on travaille. Donc là, on va monter à une plus grosse encore volumétrie de PME. Et donc, ça va nous permettre à l'année de générer à peu près le million de commandes. On tient juste à préciser une chose, c'est que sur les 6 milliards, effectivement, malgré le fait qu'on ait 80% de titulaires de marché, qu'ils soient des PME ou des ETI, ça ne réalise que 20% de notre chiffre d'affaires. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on vend principalement des véhicules et de l'informatique. Et dans ces 2 domaines-là, ce sont en première monte des grands groupes qui sont titulaires de nos marchés. Petit focus sur les montants des achats innovants, parce que c'est aussi le sujet de la table. En 2022, on a réalisé plus de 158 millions de chiffre d'affaires de ce qu'on appelle des achats innovants. Donc ça représente à peu près 3% du volume total des commandes d'achat de l'UGAP. Avec sans surprise, le premier secteur, c'est l'IT. Mais voilà, c'est, je pense, conjoncturel. Ensuite, la santé, où là, on va retrouver aussi en typologie d'entreprise des plus petites, des startups, des PME qui sont vraiment spécialisées, qui ont des spécialités techniques. Et puis en dernier, les véhicules. Donc comment en fait on arrive à acheter de l'innovation à l'UGAP? Alors on n'utilise pas de procédure particulière à l'UGAP. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez compris, on est sur des grosses volumétries de marché et qu'en fait les acheteurs ne pourraient pas passer des procédures particulières à chaque fois qu'ils achètent de l'innovation. Donc en gros, on va agir à différents niveaux. En premier lieu, on va agir sur la partie, ce qu'on appelle la partie sourcing. À l'UGAP, depuis 2016, on est partenaire de la French Tech. Donc on intervient au sein du programme French Tech Central, ce qui nous permet à nous de sourcer, de rencontrer des entreprises, de sourcer des entreprises qu'on pourrait ensuite soit intégrer à un marché existant ou soit intégrer à un futur marché, dans le sourcing d'un futur marché. Donc ça, c'est un premier levier. Avec la French Tech, avec la Green Tech aussi, on a ce même type d'action. On organise souvent, en tout cas on fait souvent partie de webinaires, d'ateliers, de tables rondes où on réexplique. L'idée c'est bien de sensibiliser, de réexpliquer comment fonctionne la commande publique, dans le sens où les PME, TPE, la réponse qu'on a souvent c'est la commande publique c'est compliqué. Donc l'idée, voilà, c'est de sensibiliser et d'expliquer comment on fonctionne. Ensuite, sur les procédures en tant qu'appel d'offres, on va y mettre des critères innovation, des critères innovants qui vont permettre de pondérer la note et donc de choisir des fournisseurs qui sont plus orientés innovation en fonction des marchés. C'est le cas typiquement d'un marché qu'on a, qui est le marché de formation, où il y avait un critère innovant. Et donc on a pu intégrer au sourcing et ensuite sélectionner un fournisseur qui avait une vraie spécificité autour de l'innovation. Et puis les acheteurs eux-mêmes vont allotir leur marché. Quand je dis allotir, ça peut être en fonction de technique, de la technique, ou en fonction de la géographie. Et c'est ce qui va nous permettre de faire entrer des plus petites entreprises et des entreprises plus tech. Tu me dis si tu... Ok. Je vais peut-être aller un peu plus vite parce que je vois que le temps est compté. On vous a fait quand même une petite aparté sur le décret d'innovation.
Alors, il n'est pas utilisé à l'UGAP en tant que tel, ce décret-là, mais je pense qu'il est connu pour la plupart d'entre vous qui travaillent dans l'innovation. C'est un décret qui a été en phase de test de 2018 à 2021, et puis il a été pérennisé en 2021. Et l'idée, c'est que sur ces procédures de gré à gré, le seuil soit remonté de 40 000 à 100 000 euros hors taxe pour un achat d'innovation. Donc, c'est un décret qui est accompagné d'un guide qui a été renouvelé il y a à peu près 2 mois, toujours par la DAGE, le guide de l'achat public innovant. Et parce que le vrai enjeu pour les acheteurs, lorsqu'ils utilisent le décret d'innovation, c'est de prouver que ce qu'ils achètent, c'est bien de l'innovation. Alors pour vous, pour la plupart qui travaillent dans des startups, des PME ou qui travaillent dans l'innovation, c'est quelque chose d'assez logique. Vous vous dites, bah oui, forcément, j'ai eu un thésard, je déclare du CIR, je suis GEI. Forcément, c'est de l'innovation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les acheteurs, ça ne l'est pas forcément. Les acheteurs, c'est des juristes. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est assurer la partie juridique et le montage de leur procédure. L'objectif, c'est de rassurer la personne que vous avez en face de vous en lui disant, voilà, effectivement, je suis une solution innovante parce que je réponds à différents critères, notamment les différents critères qui sont exposés ici, qui est appelé la technique du faisceau d'indices. Oui, effectivement, vous allez retrouver donc, dans ce guide, je ne sais plus, c'est page 7 ou page 8, la méthode du faisceau d'indices. Et en fait, le conseil qu'on pourrait vous donner de manière très pratique, c'est d'y répondre strictu sensu et de préparer en fait, ces documents avant d'aller voir un acheteur. Avec le point de vigilance suivant et à garder en tête, c'est que de toute façon, c'est l'acheteur qui choisit la procédure qu'il veut utiliser. Donc, c'est important de savoir aussi qui vous avez en face quand vous allez voir un acheteur. Pourquoi ? Parce que si c'est un acheteur qui est dans une grande métropole, qui est dans un grand groupe, qui est expert du domaine, il y a des chances que l'innovation, ça ne lui fasse pas peur et qu'il soit attrait à utiliser ce décret. Maintenant, si c'est le seul acheteur d'une petite mairie où il doit à la fois acheter du stylo et à la fois acheter votre solution qui est tech, il peut être un peu plus récalcitrant et là, il y aura plus de travail à faire. Quand on parle d'acheteur, on parle d'acheteur public, soumis au code des marchés publics. Un acheteur dans le privé n'est pas du tout soumis à ces contraintes-là. Donc je repasse à ma présentation UGAP et du coup comment on fonctionne à l'UGAP, donc comment rentrer au catalogue à l'UGAP et du coup comment on référence les solutions innovantes ou pas à l'UGAP. Il y a 2 manières. La première, c'est de répondre à un appel d'offres. Donc comme je vous l'ai dit en préambule, l'UGAP, chaque année, on a 3000 marchés à peu près actifs. Chaque année, on renouvelle 50 à 60 marchés. Et donc là, l'idée, c'est de répondre de manière assez classique à un appel d'offres. Donc point positif, vous avez un lien direct avec l'UGAP, vous avez un portage commercial qui est fort, notamment avec les équipes de Pierre, puisqu'on est 1600 à l'UGAP, la moitié des effectifs sont dans le réseau commercial, donc ils vont porter les offres détenues par les fournisseurs. Vous allez avoir des paiements UGAP, le délai de paiement immédiat, il est sous 30 jours. Même si nous-mêmes, on n'est pas payé par nos clients sous 30 jours, on paye sous 30 jours, donc on fait même de l'avance de trésorerie. Vous avez une concurrence amoindrie, puisque vous avez l'exclusivité du marché pendant à peu près 4 ans, c'est la durée de nos marchés. Mais en contrepartie, vous allez subir les lourdeurs et les aléas de l'appel d'offres, dans le sens où vous allez devoir dédier l'ETP pendant quelques mois sans certitude d'obtenir le marché à la fin. On vous donne un exemple bien précis. On est aujourd'hui accueilli par la société Céleste. Il faut savoir que Céleste est titulaire de notre marché cloud. Donc, c'est-à-dire que toutes les structures publiques qui viendraient voir l'UGAP nous demandant du cloud, on les réorientera de manière spécifique et exclusive pendant une durée de 4 ans vers Céleste. Non. Là, je passais. Deuxième manière pour rentrer à l'UGAP, c'est de la sous-traitance. Donc, c'est ce qu'on appelle la sous-traitance, mais plutôt en termes génériques. Je vais aller plus vite, Gérard. Et donc là, l'avantage de la sous-traitance, vous avez un appel d'offres qui est subi par l'autre fournisseur. Quand je dis subi, c'est en termes de délai de mise en œuvre du marché. Et donc, du coup, vous avez la possibilité de rentrer sur un marché qui est déjà en cours d'exécution. Donc ça vous permet de ne pas avoir ce temps de latence. Maintenant, dans les points un peu plus délicats, c'est limité seulement à certains contrats. Vous n'avez pas un lien qui est direct avec l'UGAP, donc vous avez généralement une marge qui est prise par le fournisseur qui détient le marché. Et puis, de fait, vous ne bénéficiez pas non plus des délais de paiement de l'autre entreprise. Très rapidement, sur les marchés les différents marchés de l'UGAP, vous avez 3 grands profils de fournisseurs à l'UGAP. Vous avez en premier lieu les marchés de distribution.
Donc là, en fait, dans le montage de notre appel d'offres, dans la recherche de notre fournisseur, on va chercher des fournisseurs qui sont distributeurs. C'est le cas du marché de soft chez nous, communément appelé le marché multi-éditeur, pour ceux qui en ont déjà entendu parler. C'est SCC qui détient ce marché, et SCC n'est pas éditeur de logiciels. Par contre, il va faire appel, et c'est le cas actuellement, à des milliers d'éditeurs, y compris start-up innovantes, PME innovantes, qui vont pouvoir commercialiser ensuite via ce marché-là. Donc c'est un fonctionnement sous des modalités de sous-traitance pour ces éditeurs-là, positionnement, ce qu'on appelle vulgairement, en vulgarisant, en commande publique en rang 2, et vous allez vous positionner derrière le distributeur qui a remporté le marché. On a d'ailleurs pas mal d'éditeurs qui sont chez toi, qui sont dans ce marché-là. Pas mal d'éditeurs qui sont à la mairie. Ensuite, vous avez les marchés d'intégration qui vont fonctionner de la même manière, où là, vous allez avoir du produit, du service et du conseil. Vous aurez, d'ici, je crois, c'est d'ici fin d'année, alors j'espère que je ne m'avance pas trop, mais on a un marché qui s'appelle Territoire de demain, qui va porter sur tout ce qui est solution d'IoT pour la Smart City, qui va fonctionner un peu sous des modalités de sous-traitance. Et puis, dernière typologie de marché de fabrication, où là, on va chercher des profils fabricants. Donc, c'est le type de marché qu'on a, vélo, tricycle, mobilier, où là, les possibilités quand même pour entrer en sous-traitance, elles vont être beaucoup plus restreintes, dans le sens où le titulaire qui a remporté le marché, il est fabricant. Donc, si c'est un de vos concurrents, il y a quand même très peu de chances qu'il vous fasse rentrer sur son marché. Dans tous les cas, de toute façon, il faut accord du titulaire de marché pour entrer en sous-traitance et validation juridique de l'UGAP. Et je vais finir très rapidement là, c'est où trouver les informations, mais je vais peut-être m'arrêter là puisque Pierre et moi, on est disponibles après, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un peu plus d'éléments. Super, merci beaucoup. Alors après l'UGAP, donc plutôt sur les marchés publics, 2 témoignages de grands groupes pour savoir comment ça se passe au niveau des achats et peut-être des achats auprès de start-up chez vous. Et on commence par vous, Monsieur Rouen. Merci. Alors la Poste et les start-up, alors on dit souvent tout le monde connaît la Poste. Je ne sais pas quelle Poste vous connaissez en fait. Je rembobine un tout petit peu. 1464, Louis XI décide la création de la Poste. Objectif, porter le courrier royal sur tout le territoire. Ça marche jusqu'à la Révolution française, 1789. À l'époque, la Poste, c'est 1500 relais de poste, 15 000 chevaux. Et puis, l'histoire se passe. L'innovation est en chemin aussi à la Poste, et depuis toujours. En 1904, c'est l'utilisation des premiers véhicules électriques pour distribuer le courrier dans la ville de Paris. Aujourd'hui, la Poste, c'est la première flotte de véhicules électriques en Europe. Et puis, finalement, il y a quand même un incident industriel, et c'est un peu de votre faute aussi, parce que vous n'envoyez plus de courrier. Et donc, depuis 20 ans, l'activité courrier vit une descente vertigineuse. C'est 600 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires par an depuis 10 ans. Rendez-vous compte, en 2000, la Poste distribuait en France 18 milliards de lettres chaque année. L'année dernière, c'était 6 milliards. Objectif 2030, 3 milliards à peu près. Voilà. Et pourtant, en 10 ans, le chiffre d'affaires du groupe La Poste est passé de 22 milliards d'euros à 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Comment ? Pourquoi ? Parce qu'on a évidemment diversifié de plus en plus nos activités et parce qu'on a fait du développement également à l'international. Ce n'était pas possible de le faire tout seul. On s'est beaucoup appuyé sur les solutions d'innovation et sur les entreprises partenaires, en particulier des startups. Alors, pourquoi nous avons rejoint le programme Je choisis la French Tech ? Alors évidemment, c'est tout petit parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont rejoint maintenant, en tant que grand groupe, ce programme d'engagement. Mais la Poste était dans les 10 premiers à rejoindre ce mouvement. Et d'ailleurs, vous verrez quand vous aurez les slides, il y a non seulement la Poste, mais il y a aussi DocaPost, notre filiale numérique, puisqu'en fait, on a maintenant une activité où, en 2 mots, le groupe La Poste, 50% de son activité aujourd'hui, c'est du transport de colis, dont 80% à l'international. L'activité banque-assurance avec la Banque Postale CNP Assurance, c'est 30% de notre chiffre d'affaires. 15% les activités traditionnelles du courrier. Et le reste, c'est les solutions numériques portées en particulier par notre filiale DocaPost,
autour des solutions de confiance numérique, d'identité numérique, de signature électronique, de pronotes pour l'e-éducation, des solutions dans le domaine de la santé, etc. Alors, parmi les projets qui sont cités dans le rapport après 1 an de la mise en œuvre de ce projet, de ce programme Je choisis la French Tech, le premier d'entre eux qui est cité, c'est un partenariat entre Chronopost, notre filiale colis en France, avec Anycommerce, qui est une start-up sur laquelle Chronopost s'est appuyé pour fluidifier ses chaînes d'approvisionnement logistique. Ça, c'est un des exemples. On pourrait citer, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, on peut aussi citer des exemples où La Poste, avec DocaPost, s'appuie sur des solutions d'intelligence artificielle. Une que nous avons présentée il y a 2 semaines à Vivatech, c'est mise en production d'ailleurs déjà à l'hôpital Foch à Paris, c'est nos solutions pour les hôpitaux en matière logicielle et avec l'intelligence artificielle, le moteur Mistral AI. On travaille aussi avec Lighton et Aleia pour ceux qui connaissent un peu les startups qui en France avancent bien sur ces solutions d'intelligence artificielle. Eh bien, on s'appuie sur elles pour avoir des moteurs qui vont par exemple permettre à un médecin en hospitalier d'avoir un résumé automatique des différents documents qui concernent le patient qui vient en consultation ou qu'il doit rencontrer dans son service. Ça, c'est un des exemples. On pourrait citer d'autres exemples, en particulier autour des projets en Île-de-France. Sachez que nous sommes par exemple l'opérateur pour le compte de Île-de-France Mobilité du programme Véligo Location, dont on a fêté le 100 millième utilisateur la semaine dernière au Salon des maires d'Île-de-France. Et pour ça, on s'appuie aussi sur des startups qui nous aident dans la gestion, notamment la maintenance de ces vélos. Voilà, c'est tout un écosystème en fait que nous mettons en place en fonction des marchés que nous avons à traiter. C'est le cas aussi pour la distribution des ordinateurs en Île-de-France pour tous les élèves qui entrent en classe de seconde. Et ça, c'est aussi un marché que nous avons, un marché public avec la région Île-de-France. Alors, comment on se fait connaître des startups dans des rencontres comme aujourd'hui? Merci pour l'invitation. Et puis aussi à travers nos programmes, nos concours d'innovation, en lien avec la tribune précédente, on peut citer qu'on est très engagé aussi dans le soutien à l'entrepreneuriat féminin, notamment avec un coup de cœur qui s'appelle... avec un concours qui s'appelle Coup de cœur Femmes du numérique. Et puis dans notre deuxième concours, qui est plutôt un programme d'accélération, que nous appelons French IoT, dont c'était la 10e édition cette année, nous avons un engagement de parité, c'est-à-dire que nous retenons autant de start-up qui sont dirigées par des femmes que dirigées par des hommes. Et puis nous avons 3 fonds d'investissement, et je serai à votre disposition un peu plus tard pour échanger autant que vous souhaiterez. Voilà, sachez que évidemment nous sommes, comme tous les grands groupes, dans des écosystèmes liés à l'innovation et en Île-de-France, avec en particulier les 3 French Tech, dont la French Tech Marne-la-Vallée qui nous accueille aujourd'hui. Vous avez un portail aussi où le groupe La Poste, je vous engage à aller voir de temps en temps, propose aussi le recrutement de ses fournisseurs. Et donc, après, je serai à votre disposition. Vous pourrez aussi passer par moi si vous souhaitez avancer davantage dans du business avec La Poste. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, Madame Mandrin, à vous pour Suez, qui est un de nos partenaires de longue date. Bonjour à tous. Donc, Valérie Mandrin, je suis responsable des achats chez Suez Eau France pour l'Île-de-France. Et donc, un bref descriptif de Suez pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un groupe avec un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros international et qui est porté sur l'eau et le traitement de l'eau en eau potable, en assainissement, le traitement des déchets et tout ce qui est environnement, avec un objectif de protéger la ressource et l'environnement. Et donc, quand on parle d'achat, forcément, on parle forcément beaucoup d'innovation.
Et donc, c'est à ce titre que je voulais vous représenter quelques enjeux de l'innovation chez Suez, dans lesquels les startups sont complètement partie prenante. Donc, globalement, en termes d'innovation, notre objectif, c'est d'avoir en fait une politique qui est tournée vers l'innovation et vers le développement durable, et de pouvoir également ancrer toute une politique RSE d'inclusion, aussi bien en fait des petites et moyennes entreprises, mais également d'insertion professionnelle dans tous les domaines. Et donc, quand on parle en fait d'innovation, on a l'innovation au niveau de chez Suez, ça fait partie des gènes. Tous les employés sont câblés en fait innovation. C'est vraiment une des parties prenantes fortes de l'entreprise. Et donc, à ce titre, l'innovation est très structurée avec des centres de recherche, mais également avec une politique interne qui vise à développer l'innovation interne et l'innovation avec des partenaires. Donc, l'organisation est fondée sur 13 centres de recherche. Alors, ces centres de recherche sont développés à l'international. Il y en a plusieurs en fait en France, mais il y en a aussi en Afrique, il y en a aussi en fait en Asie. Ils ont vocation à développer avec des universités, avec des laboratoires. Donc, on en parlait en tout début de session, des produits et des process plutôt innovants. Donc, c'est des choses qui partent en fait d'idées plutôt de base et très, très, j'allais dire, c'est vraiment de la recherche. Et puis on arrive en fait à la fin à un process. Ça porte aussi bien sur du traitement de l'eau potable, sur la partie distribution, sur la partie eau usée, mais également tout ce qui est déchets, tout ce qui est plastique, tout ce qui est santé. Donc en fait, c'est une recherche qui porte sur tous les métiers liés à l'environnement. Et ça, nous en avons un qui n'est pas très loin d'ici, qui est situé au PEC dans le 78, qui peut parfaitement, en fait, avec lequel vous pouvez, les universités locales, dont l'université Descartes, peut parfaitement tisser des liens. Ensuite, l'innovation est portée en fait par tous les experts du groupe. Alors, les experts du groupe, c'est pas seulement les personnes qui travaillent dans les centres de recherche, c'est toute personne qui a acquis de la compétence et de l'expertise et qui peut, par son réseau, amener en fait des idées d'innovation. Et cette innovation, elle est structurée à travers en fait 19 domaines d'activité. Ces 19 domaines d'activité, donc c'est bien entendu nos métiers de base, c'est l'eau, le traitement de l'eau, le traitement des eaux usées, c'est les déchets, mais c'est également l'air, c'est également la santé, c'est également le digital, et puis bien entendu c'est l'environnement, c'est la maîtrise des gaz à effet de serre. Donc ce sont 19 métiers, 19 domaines d'activité qui sont très, très éclectiques et qui sont pilotés donc par et piloté et j'allais dire avec des domaines qui sont très larges et avec beaucoup d'ouverture par non seulement ces 1100 experts, mais également tous les collaborateurs du groupe. Et à ce titre, ça permet en fait à Suez de déposer de nombreux brevets, puisque nous avons de l'ordre de 1700 brevets qui ont d'ores et déjà été déposés. Par exemple, en fait, des brevets sur de la partie télérelève, donc ce sont les compteurs intelligents, c'est l'équivalent des compteurs Linky que l'on a sur l'énergie. Ça va être en fait des brevets liés à des systèmes de récupération de chaleur en fait des eaux usées. Ça va être aussi en fait des brevets portant sur des sujets digitaux, comme par exemple le pilotage intelligent des réseaux d'eau potable. Donc toutes ces innovations en fait sont
sont issus en fait d'une collaboration entre nos équipes et puis nos utilisateurs, donc les clients, et puis les collectivités qui expriment également les besoins en termes leurs besoins en termes d'évolution en fait de marché et de qualité de service. Et également, en fait, forcément, les entreprises et les startups avec qui nous collaborons pour arriver, en fait, à développer ces projets innovants. Et donc, quand nous arrivons en fait à développer quand nous déployons en fait ces produits, nous les produisons en co-construction, en collaboration, et puis derrière nous arrivons en fait à les déployer sur nos périmètres à travers donc la filière achat. Donc on parle tout à l'heure des acheteurs innovants. Globalement, c'est pas des acheteurs innovants, c'est les achats participent à l'innovation de l'entreprise et à la recherche de solutions qui permettront de faire progresser notre qualité de service et de pouvoir reproduire auprès de nos clients des produits qui vont permettre de répondre à leurs besoins. Donc au niveau de l'Île-de-France, pour vous donner quelques chiffres, c'est 150 millions d'euros d'achats. Sur ces 150 millions d'euros d'achats, il y en a une 70 millions qui est liée à l'activité réseau. Donc l'activité réseau, ça va être des canalisations, des travaux de canalisation, des réparations, mais ça va être aussi de l'intelligence dans les canalisations. C'est comment mieux exploiter en fait ces réseaux de distribution avec des méthodes intelligentes, des méthodes digitales. Ça va être pour faire du diagnostic. On a 35 millions d'euros pour gérer des usines. Donc ça va être effectivement acheter des équipements électromécaniques, des pompes, des automates, etc. Mais ça va être aussi des méthodes, ça va être des nouveaux réactifs, comment plus durables par exemple. Ça va être aussi des méthodes intelligentes pour mieux exploiter nos installations. Et puis donc de l'énergie. Donc on essayons au maximum d'acheter de l'énergie verte. Et puis nous avons également 30 millions d'euros d'achats indirects. Alors ce sont des espaces verts, mais également beaucoup de prestations intellectuelles et des prestations de services. Nous avons pour objectif en fait d'atteindre 20% de nos fournisseurs, que 20% de nos fournisseurs soient des fournisseurs de PME, PMI, donc sur notre périmètre. Donc nous avons à peu près 1500 fournisseurs. Donc notre objectif, en fait, c'est d'atteindre 200 à 300 fournisseurs PME, PMI sur notre périmètre. Et donc pour illustrer en fait ces propos, j'ai retenu en fait 3 innovations qui n'ont pas forcément été développées avec des startups en fait de périmètre immédiat, mais qui en tout cas ont été développées avec des startups et qui sont achetées, que nous achetons et que nous mettons en œuvre en fait sur l'Île-de-France. Donc pour vous donner quelques idées, donc le premier c'est un système en fait une solution j'allais dire d'intelligence artificielle qui nous permet en fait de géoréférencer par imagerie aérienne toutes les petites infrastructures, tous les affleurants que l'on va trouver dans l'environnement et qui nous permettent en fait de mieux, en les géoréférençant, d'identifier en fait tout ce qui a trait en fait au réseau enterré. Donc nous on va s'en servir en fait pour les réseaux enterrés d'eau potable, mais ce même système peut être utilisé pour détecter des réseaux enterrés de gaz, d'électricité, etc. Donc le principe c'est on prend en fait à partir des photos aériennes, on peut identifier, on a la visibilité de tous les affleurants et par intelligence artificielle on cartographie en fait tous ces affleurants. L'intérêt c'est que c'est beaucoup moins onéreux que de faire des relèves à pied et c'est très précis. Un deuxième exemple, ça va être en fait de visualiser, d'opérer en fait une cartographie numérique en fait des usines
pour pouvoir derrière mettre en place tout ce qui est upgrade des usines et également pouvoir faciliter l'exploitation. Donc c'est pareil, c'est un développement en fait qui est fait à partir d'intelligence artificielle. Et puis le troisième exemple, c'est un petit robot, c'est un quad d'inspection des réseaux aussi bien eau potable qu'eau usée, qui a été développé, que nous mettons en œuvre maintenant et qui permet à partir de ce petit quad, on peut, qui est équipé en fait d'une caméra, on peut en fait construire une visualisation 3D de tous nos réseaux et à partir de là, de faciliter l'exploitation, de faciliter, d'optimiser le renouvellement qui en est fait. Voilà. Donc, globalement, l'innovation, c'est au cœur de l'entreprise, mais c'était donc au cœur de nos achats. Donc, je suis à votre disposition dans la journée pour pouvoir échanger avec vous sur quelques idées sur lesquelles nous pourrions travailler ensemble. Merci beaucoup à nos intervenants du panel.